Je pense que le débat, il a bien commencé et bien démarré sur des sujets qui sont aussi bien techniques que politiques, comme ça a été rappelé, mais aussi émotionnels. Moi, j'aimerais plutôt verser sur l'angle de l'intégration régionale. L'Afrique a un long chemin à parcourir et la plupart des pays ne pourront pas le faire avec succès sans s'entraider, sans coopération, qui est la raison d'être de l'intégration régionale. La réalité de l'intégration dans chaque région et chaque coin de la planète est un récit de nombreux défis. L'Afrique de l'Ouest, bien sûr, n'est pas une exception. L'Union européenne, considérée comme l'intégration la plus mature, a elle-même commencé à montrer de sérieuses turbulences et des lacunes majeures, notamment en ce qui concerne la zone euro. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? L'Afrique a une histoire d'union monétaire plus longue que l'Europe, mais la grande taille de l'Union européenne et les défis auxquels elle a été confrontée fournissent des leçons, à mon avis, importantes pour les unions monétaires existantes et proposées en Afrique. L'Europe a travaillé dur pour consolider son marché unique et atteindre un degré élevé d'intégration commerciale avant la création de l'euro. Les pays de la zone euro ont construit au fil du temps une architecture impressionnante de processus, d'institutions et de réglementation. La première proposition de création d'une monnaie européenne commune date de 1969. Il a fallu plus de 30 ans de délibération, dont le traité de Maastricht de 92, pour aboutir à une monnaie, encore virtuelle à l'époque. Et en 1999, 7 années plus tard, on a finalement eu la vraie monnaie. À l'époque, l'objectif était de pouvoir opérer des transferts, d'émettre des chèques et surtout d'adopter une série de politiques macroéconomiques convergentes en vue d'émettre une devise avec des billets et pièces, ce qui est finalement intervenu en 2002 avec l'euro. Ce long et laborieux processus n'a pas empêché la zone euro de connaître des problèmes majeurs exposés par la crise financière récente 2008-2009 et les répliques qui ont suivi. L'un des principaux enseignements tirés de l'expérience de l'euro pour le débat sur l'éco est le fait que l'environnement institutionnel doit être propice à la promotion du commerce régional. Une autre leçon, c'est le besoin d'assurer des politiques macroéconomiques stables. Lorsqu'il existe de grandes différences dans le degré de discipline budgétaire entre les pays membres, cette réalité peut créer des défis pour la survie et la stabilité de toute union. Et l'expérience de la zone euro souligne également la nécessité pour les pays qui sont sur le point de participer à une union monétaire de disposer d'un mécanisme crédible et réalisable de transfert budgétaire afin de leur permettre de réagir et de s'adapter aux chocs asymétriques. Et je pourrais ajouter, après l'intervention d'Ousmane Sonko, et rapide aussi. En l'absence d'un tel mécanisme, toute union monétaire sera susceptible de subir d'énormes pressions lorsque ses membres seront frappés de tels chocs asymétriques. On peut craindre toutefois que l'adoption de critères de convergence macroéconomique stricts, comme ceux proposés pour l'éco, ne limite pas l'espace de formulation de politiques pour relever des défis actuels et émergents en matière de développement. L'importance de l'harmonisation des politiques monétaires, budgétaires et financières ensemble, dans le contexte de l'intégration économique, ne saurait être surestimée. L'union monétaire est définie dans la littérature comme impliquant deux composantes. L'union des taux de change, c'est-à-dire un domaine dans lequel les taux de change sont liés de façon permanente les uns aux autres, et la convertibilité, l'absence permanente de tout contrôle de change, que ce soit par transaction courante ou en capital dans une zone donnée. Je voulais vous rappeler que le prix Nobel d'économie, le professeur Robert Mundell, a affirmé que le degré de mobilité des facteurs au sein d'une union monétaire est de la plus haute importance.
Il disait que les mouvements de main-d'œuvre et de biens d'équipement au-delà des frontières ne sont pas limités, de sorte qu'il est facile pour les facteurs que je viens de mentionner de se déplacer vers des zones où ils peuvent gagner une rémunération maximale pour les services rendus. Une exigence essentielle ici est la présence d'au moins une monnaie convertible en interne au sein d'une union. Et la théorie de la zone monétaire optimale stipule que des zones spécifiques qui ne sont pas délimitées par des frontières nationales peuvent bénéficier effectivement d'une monnaie commune. En d'autres termes, il est préférable que les régions géographiques utilisent la même devise au lieu que chaque pays de cette région utilise sa propre. Mais c'est vrai que les pays sont soit trop petits, de sorte que les coûts de transaction en devises sont élevés, soit trop élevés, de sorte qu'une monnaie unique n'est pas idéale pour toutes les régions. Même si en principe l'intégration monétaire doit être perçue positivement, elle présente des défis considérables qu'il ne faut pas ignorer. J'aimerais énumérer quelques-uns. Si un certain nombre de pays se sont déjà intégrés monétairement, cela doit être, encore une fois, perçu comme un pas dans la bonne direction. On pourrait alors se demander pourquoi tant de bruit concernant le franc CFA. Les principales raisons pour la contestation du caractère colonial de cette monnaie viennent du fait que la France a maintenu une emprise serrée sur la monnaie et a le pouvoir direct de la dévaluer, ou avait jusqu'à quelques mois. L'exigence d'un compte d'opération était de fait une exigence de la France pour soi-disant garantir la valeur de la monnaie. Ceci est une source de ressentiment particulièrement importante, plus que symbolique, car la garantie de 50% est supposée stabiliser le franc CFA, mais elle a également limité la croissance, puisque la valeur de la monnaie est liée à l'euro, subissant une politique monétaire de la zone euro qui n'a rien à voir avec les besoins de développement de l'Afrique pour ce qui est, disons, de la façon dont cela est géré. Et c'est vrai que peut-être le taux de rendement de ce compte d'opération pourrait être en apparence généreux, mais on sait que c'est justement parce qu'on a une limitation sur le type d'investissement que nous faisons, parce que le retour d'investissement, s'il était fait avec des véhicules financiers propres qui étaient plus propices à investir dans le continent, aurait des taux de rendement plus importants et plus intéressants. En plus, la garantie de la France n'est qu'une garantie de fourniture de devises aux pays de la zone en cas d'épuisement de leurs réserves de change. Mais en effet, la France n'assure directement la convertibilité et la parité du franc CFA. Ce sont les capacités propres des pays de la zone, dans ce cas de la zone du franc CFA, à disposer en permanence de réserves de change suffisantes. Et c'est cela qui assure cette garantie. La quête pour la stabilité des prix pour justifier le maintien du régime de parité fixe et de garantie de convertibilité de la France est aussi polémique. La stabilité monétaire ne se résume pas à une fixité de la parité. Beaucoup d'exemples d'Asie et d'Amérique latine montrent la possibilité de stabilité monétaire sans avoir besoin d'un régime de parité fixe et de garantie d'un pays tierce. Les partisans du franc CFA font valoir qu'il a aidé les pays qui l'utilisent à contrôler l'inflation par rapport à d'autres pays qui utilisent des devises différentes. Voilà un autre argument qui est avancé. Le fait d'être sous le franc CFA a aidé à garder un couvercle sur la discipline fiscale, il ne faut pas s'en douter. Il n'y a pas de gros dérapage budgétaire comme on voit ailleurs. Pouvoir réconcilier dans le même cercle des économies si différentes, comme celle de l'UEMOA en termes de taille et de certain nombre de caractéristiques institutionnelles et de structures productives même, est un atout qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Mais pour les détracteurs, le franc CFA est un anachronisme colonial car il sape l'indépendance des politiques monétaires, qui regardent le canevas monétariste comme la seule référence, ne contribuant pas tout à fait à ce qu'on aimerait voir, c'est-à-dire la transformation structurelle des économies. Au cours des 50 dernières années, l'inflation a été en moyenne de 6% en Côte d'Ivoire, qui utilise le franc CFA,
et de 29% au Ghana voisin qui n'en utilisent pas. Il facilite les échanges avec l'Europe, le plus grand partenaire de la région, et libère les investisseurs étrangers des risques de fluctuation des taux de change. Mais le prix à payer pour maintenir l'arrimage à l'euro est l'obligation de suivre la politique monétaire belliciste de la Banque centrale européenne. On ne le veuille pas. Depuis l'introduction de l'euro, le revenu par personne dans les zones du franc CFA a augmenté de 1,4% par an, contre 2,5% pour tout le reste de l'Afrique subsaharienne. Blâmer la seule monnaie pour un développement lent est exagéré, mais les zones du franc CFA n'ont rien changé en termes de subalternité dans l'économie globale, dépendent toujours, comme à l'époque coloniale, d'exportation de matières premières, n'ont pas contribué vraiment à une transformation structurelle, comme je disais tantôt, et ne montrent pas de performance compatible avec une zone qui devait être intégrée. Les zones du franc CFA, les deux, malgré la stabilité monétaire, portent mal dans ce chapitre de l'intégration régionale. Leur niveau d'intégration régionale est presque le même que pour le reste de l'Afrique. Alors pourquoi avoir une monnaie commune si on n'intègre pas au sein de sa zone? Si on se tient à la théorie économique, les unions monétaires sont l'avant-dernière étape d'une intégration économique complète. Nous rappelait tout dans l'introduction le professeur Diawara. Celle-ci devait être précédée de l'établissement d'une zone commerciale préférentielle, d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché unique, d'une union économique, comme disait Balassa. Est-ce le cas? Bon, nous savons que non. Il est important encore une fois de rappeler l'histoire de l'euro. Après l'annonce spectaculaire de la CEDEAO sur l'établissement d'une monnaie commune pour les 15 États membres, baptisée l'ECO, et voir comment les deux se comparent. À l'instar de l'euro, l'ECO suit un scénario connu, consistant à cibler un seul minimal de convergence avant de lancer la mise en œuvre progressive d'une zone monétaire. Dans le cas de l'ECO, les critères clés sont des réserves de change couvrant 3 mois d'importation, une inflation inférieure à 10%, à réduire rapidement à moins de 5%, un déficit budgétaire inférieur à 3% et des politiques de financement du déficit budgétaire par les banques centrales ne dépassant pas 10% des recettes fiscales de l'année précédente. Enfin, le niveau d'endettement ne doit pas excéder 70% du PIB. À l'exception de ce dernier aspect, on est presque sur la politique de la Banque centrale européenne. Il y a 3 difficultés avec ces critères. Tout d'abord, aucun des adhérents actuels n'est prêt à les respecter. Soyons sérieux. Deuxièmement, les délais pour atteindre ces objectifs sont irréalistes. Et troisièmement, même s'ils étaient remplis, ces critères ne sont pas les mêmes que ceux préconisés par l'UEMOA. Ils sont différents aussi d'autres obligations auxquelles sont soumis certains États membres, comme par exemple dans le cadre de leur programme avec l'FMI, etc. Il est donc nécessaire de mieux comprendre le sens de cette précipitation. Est-elle politique ou économique? Est-ce une question de symbole ou de substance? On peut se demander si les États membres de la CEDEAO ont pleinement mis en œuvre les préalables qui justifieraient le saut actuel et qu'ils ont eux-mêmes énoncé en 2007. Si l'on tient compte du fait que le Nigeria est un des plus réticents, il y a lieu de s'interroger. Le poids de ce pays est massif au sein de la communauté, il représente 2/3 du PIB, 77% des exportations, 41% des importations. La monnaie nigériane, le naira, est fortement tributaire de la manière dont l'État fédéral génère ses revenus. Rappelons que c'est le pays avec le taux de pression fiscale le plus bas d'Afrique, principalement dépendant d'exportation de pétrole. Très dépendant des cours des hydrocarbures, il souffre de la volatilité extrême de ses prix. En termes simples, le Nigeria dispose d'une flexibilité limitée pour mener une politique monétaire indépendante. Sa frilosité vis-à-vis de l'ECO se justifie par ses restrictions de tout ordre. Le Nigeria doit protéger son économie. Qu'en est-il des autres?
Plus petits, les pays membres de l'UEMOA obtiennent des résultats supérieurs à ceux du Nigeria dans les différentes catégories, même dans les catégories d'intégration, telles que les infrastructures régionales, le commerce, l'intégration productive, l'intégration financière, macroéconomique, ou même la libre circulation de personnes. On se rappelle des expulsions massives que faisaient les Nigérias dans les années 70. À la manière, la Côte d'Ivoire et le Togo sont les champions absolus de la sous-région en ce qui concerne les indicateurs d'intégration régionale. On pourrait donc soutenir que, dans l'apparence, à une union monétaire déjà existante, celle du franc CFA, il y a eu un certain avantage de convergence par rapport à ce qui est proposé dans un ensemble plus large avec les difficultés que je viens d'énoncer. Mais les apparences sont trompeuses. La performance même de l'UEMOA est inférieure à celle des membres de la communauté d'Afrique de l'Est, qui ne possèdent pas et ne souhaitent pas d'union monétaire, préférant la convergence dans d'autres domaines d'intégration. Donc, pour conclure, chers participants, le franc CFA est encore un sujet de polémique récurrente. Ce questionnement public risque de prendre l'écho dans son élan. La Côte d'Ivoire a été l'un des plus fervents défenseurs des accords en vigueur dans l'UEMOA, mais c'est aussi le pays qui a récemment émergé comme l'un des plus enthousiastes promoteurs de l'ECO. C'est intéressant politiquement. Cela pourrait indiquer que l'ECO est perçu comme un vecteur essentiel d'une intégration plus poussée au sein de la région, prévoyant l'abandon du franc CFA pour cet effet, au profit de relations économiques plus étroites avec l'Afrique de l'Ouest non francophone, ou cela peut signifier que l'ECO pourrait servir d'échappatoire à la pression politique sur le franc CFA. Dans ce sens, l'annonce de la mise en route de l'ECO faite par les présidents français et ivoiriens à la veille de Noël 2019, à la veille de la pandémie, a mis le feu aux poudres. La vitesse des décisions sur l'ECO, mais face à face, non pas à Paris et l'UEMOA ou Paris et Abidjan, mais Paris et Abuja. Le chemin se fait, on pourrait dire, toujours par un premier pas. Et encore faut-il que le premier pas soit dans la bonne direction. Merci.